Marc travaillait seul dans son atelier, au milieu du bocage normand. Un mécanicien indépendant, habitué à racheter de vieux moteurs agricoles pour les remettre en état ou les revendre pièce par pièce. Il connaissait chaque tracteur, chaque pompe, chaque groupe électrogène des fermes environnantes, souvent mieux que leurs propriétaires eux-mêmes. Rien de bien excitant dans son quotidien, surtout les jours de vente de ferme, quand une exploitation cessait son activité et que tout le matériel entassé dans les hangars depuis des générations partait au plus offrant, sous un ciel gris et une petite pluie fine, typique de la région. Ce jour-là, une vieille ferme isolée à la lisière d'un bois liquidait un hangar entier rempli de matériel rouillé, des charrues cassées, des pièces détachées sans nom, des bidons vides empilés jusqu'au plafond. Au fond du hangar, à moitié enterré dans la terre grasse depuis des années, un bloc moteur d'une taille peu commune dépassait de la boue séchée, presque invisible sous les herbes qui avaient poussé tout autour. Une inscription à peine visible sur le carter, rongée par la rouille et la terre, semblait se lire X. Marc plaisanta avec le fermier, un vieil homme pressé de tout vendre avant de partir vivre chez sa fille, en pensant à une vieille berline haut de gamme, un moteur de collection, sans grand intérêt commercial pour lui. Le fermier haussa les épaules, il ne se souvenait même plus d'où venait ce bloc, arrivé sur la propriété bien avant sa naissance. Marc l'acheta pour presque rien, plus par curiosité que par calcul, et le chargea à l'arrière de sa camionnette pour le ramener à l'atelier, avec l'intention de le nettoyer avant de le mettre à la casse comme le reste du lot. Au jet d'eau et à la brosse métallique, la boue séchée depuis des décennies se détacha par plaques entières, tombant en croûte brune sur le sol de l'atelier, révélant peu à peu la forme réelle du bloc sous la crasse. Marc découvrit alors 12 cylindres disposés en V, une configuration qu'aucune voiture de tourisme n'avait jamais portée à sa connaissance. Encore moins une berline de collection, comme celle qu'il imaginait la veille. Le métal, une fois débarrassé de sa gangue de terre, révélait des lignes soignées, presque élégantes, très éloignées de la brutalité fonctionnelle des moteurs agricoles auxquels il était habitué. Intrigué, il continua le nettoyage plus méthodiquement, prenant son temps sur chaque recoin, et une seconde plaque, plus petite, apparut sous la première couche de rouille, avec un nom entier cette fois, gravé profondément dans le métal, comme s'il avait été conçu pour durer bien plus longtemps qu'une simple carrosserie. Rolls-Royce Merlin. Le nom Merlin ne lui évoquait qu'une chose vague, des avions de guerre aperçus dans de vieux documentaires un dimanche après-midi, sans jamais y avoir prêté une attention particulière, alors il décida de chercher à en savoir plus avant d'aller plus loin dans le démontage. Il contacta une association locale de recherche d'épaves aériennes, bien implantée dans la région depuis des années, connue pour avoir déjà exhumé plusieurs carcasses d'avions dans les champs alentours, souvent après des décennies passées sous les labours. Le responsable de l'association, un homme du nom de Delacroix, passionné depuis toujours par l'aviation de la Seconde Guerre mondiale, au point d'avoir transformé son garage personnel en petit musée improvisé, reconnut le moteur presque instantanément sur les photos que Marc lui avait envoyées par téléphone. Il expliqua, avec la patience d'un professeur qui aime son sujet, que le X gravé sur le carter n'avait jamais désigné une quelconque gamme automobile moderne. C'était un chiffre romain, la 10e version de la lignée des moteurs Merlin, désignée simplement Merlin X dans les registres de la Royal Air Force, bien avant que quiconque n'ait songé à donner ce genre de nom à une voiture. Bon, petite pause dans l'histoire parce qu'on a vraiment besoin de votre aide pour continuer à raconter ce genre de découverte. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment parfait. Et pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater de la suite. Dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo, ça nous fait toujours plaisir de voir jusqu'où nos histoires arrivent à voyager. Maintenant, revenons à Marc et à son moteur retrouvé dans la boue normande. Delacroix poursuivit son explication avec l'enthousiasme d'un homme qui attendait cette occasion depuis longtemps, sortant au fur et à mesure des classeurs entiers de documentation technique jaunie. Le Merlin X fut le premier de toute la lignée, équipé d'un compresseur à 2 vitesses. Une avancée technique majeure à l'époque, développant environ 1145 chevaux en régime bas et un peu plus de 1000 en altitude. Il avait équipé les premiers bombardiers Halifax, les Wellington de la version 2, et certains Whitley au tout début des années 1940, avant que des versions encore plus puissantes ne prennent le relais sur les chasseurs plus connus du grand public. Puis, Delacroix demanda à Marc de lui communiquer le numéro de série complet gravé plus bas sur le bloc,
encore à moitié masqué par une dernière couche de rouille tenace. Marc le lut lentement au téléphone, chiffre par chiffre. En le relevant lui-même sur une archive personnelle qu'il conservait précieusement depuis des années, dans une reliure cornée à force d'avoir été consulté, Delacroix se raidit soudainement, au point que Marc l'entendit reposer sa tasse de café d'un geste un peu trop brusque. Ce numéro correspondait exactement à un moteur officiellement classé comme perdu en mer, au large des côtes anglaises, lors d'une mission de nuit qui n'avait jamais atteint sa base. Sauf que ce moteur n'avait jamais fini au fond de l'eau, contrairement à ce que tout le monde avait toujours cru. Les archives de la Royal Air Force mentionnaient bien un bombardier porté disparu au-dessus de la Manche lors d'une mission nocturne, jamais retrouvé. L'équipage entier classé, perdu en mer faute de mieux. Mais le numéro de série de ce Merlin, croisé avec les registres de production que Delacroix avait patiemment rassemblés au fil des années, correspondait précisément à cet appareil-là. L'avion ne s'était donc jamais abîmé dans les flots, comme on l'avait toujours supposé. Il s'était écrasé sur la terre ferme, à des kilomètres de la zone de recherche où la marine avait fouillé pendant des semaines en 1943, sans jamais rien retrouver. Ce n'était pas seulement une erreur de coordonnées vieille de 80 ans. C'était enfin l'occasion de retrouver ce qui manquait depuis tout ce temps. Une fouille organisée par l'association près du lieu exact où Marc avait acheté le bloc mit au jour, quelques semaines plus tard, après plusieurs jours de recherche méthodique au détecteur de métaux et à la pelle, des fragments de la cellule de l'appareil et une plaque d'identification militaire, à demi corrodée, mais encore lisible, sous un nettoyage minutieux, effectué avec le même soin que Marc avait mis à décaper son moteur. Le nom gravé sur cette plaque correspondait à l'un des membres d'équipage porté disparu depuis cette mission de nuit. Un jeune mitrailleur d'à peine 20 ans au moment des faits, jamais retrouvé, jamais enterré, réduit depuis des décennies à un simple nom gravé sur un mémorial dédié à ceux qu'on n'avait jamais pu ramener chez eux. Marc réalisa, en apprenant la nouvelle par téléphone un soir en rentrant de l'atelier, que le moteur qu'il avait failli envoyer à la casse quelques semaines plus tôt était en réalité la seule raison pour laquelle cet homme allait enfin avoir une sépulture identifiée, 80 ans après sa disparition en mer, qui n'en était jamais vraiment une. Il ne restait plus qu'à faire les choses dans les règles. Marc remit le moteur et l'ensemble des éléments retrouvés à l'association, qui transmit le dossier complet à la commission des sépultures de guerre du Commonwealth, accompagné de tous les relevés et photographies rassemblées depuis la découverte initiale. Après vérification des restes et des archives, un processus qui prit plusieurs mois, l'aviateur porté disparu depuis la guerre reçut enfin une sépulture identifiée, en présence de descendants venus spécialement du Royaume-Uni pour assister à la cérémonie dans un petit cimetière militaire normand, sous un ciel dégagé bien différent de celui du jour où Marc avait acheté ce bloc de ferraille. Un des petits-neveux du mitrailleur, un homme du même âge que Marc à peu près, le remercia longuement en anglais approximatif, sans vraiment trouver les mots justes, avant de finir par une simple accolade. Marc garda pour lui une petite pièce du moteur, pas pour sa valeur marchande, mais parce que certaines découvertes ne se revendent tout simplement pas. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Abonnez-vous, activez la cloche et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez ce soir. Un bloc rouillé destiné à la casse peut parfois ramener un homme chez lui après 80 ans.